Imaginez la scène. Un groupe de soldats soviétiques dans les montagnes d'Afghanistan, regroupés autour d'un feu de camp. Ils sont fatigués, ils ont froid, et ils fixent une marmite d'eau bouillante. Vous pourriez penser qu'ils préparent une soupe, un ragoût, quelque chose à manger, mais non. Dans la marmite, il y a des balles. Ont-ils perdu la tête ? Eh bien non, pas exactement. C'était leur solution à un problème bien réel. En 1979, lorsque l'Union soviétique est entrée en Afghanistan, leurs soldats ont rencontré le même problème qui hante les armées depuis la nuit des temps. Logistique défaillante et des rations encore pires. Parfois à cause de la corruption, parfois parce que les lignes d'approvisionnement étaient chaotiques, et parfois parce que les soldats voulaient simplement de la nourriture qui n'avait pas le goût d'une punition. Alors ils se sont tournés vers les marchands afghans. Du pain frais, des fruits frais, peut-être un peu de viande, n'importe quoi de mieux que ce qui sortait d'une cuisine de campagne soviétique. Il y avait juste une complication, l'argent. Les soldats soviétiques n'étaient pas bien payés, pas assez pour faire leurs courses au bazar chaque semaine. Mais ce qu'ils avaient en grande quantité, c'était des munitions. Et en zone de guerre, personne ne compte chaque balle. Avec quelques ajustements dans la paperasse, on pouvait toujours en réclamer un peu plus. Personne n'allait remettre en question un soldat de première ligne qui demandait un chargeur supplémentaire. Alors les troupes ont commencé à échanger des munitions contre de la nourriture. Et c'est là que les choses sont devenues compliquées. Les Moudjahidines, la résistance afghane, n'étaient pas une armée régulière. Ils se fondaient dans la population. Donc les mêmes marchands qui vendaient des pommes aux troupes soviétiques, beaucoup d'entre eux faisaient discrètement passer des munitions directement aux gens qui combattaient les soviétiques. Et les Moudjahidines adoraient les munitions soviétiques. Ils utilisaient des AKM, 7,62 par 39. Ils capturaient des AK-74, 5,45 par 39. Même calibre, même chargeur, parfaitement compatible. Donc chaque fois qu'un soldat soviétique échangeait une poignée de cartouches contre une poignée de raisins secs, il y avait de fortes chances que ces cartouches se retrouvent dans les collines, utilisées pour leur tirer dessus. Évidemment, c'était un problème. La solution devait être subtile. Les soviétiques ne pouvaient pas simplement remettre des munitions manifestement factices. S'ils l'avaient fait, les marchands l'auraient remarqué, et les Moudjahidines l'auraient certainement remarqué. Alors les soviétiques ont trouvé quelque chose qui, autour d'un feu de camp, paraissait assez ingénieux. Ils ont fait bouillir les cartouches pendant peut-être 5 heures, suffisamment longtemps, pensait-il, pour détruire l'amorce. Pas assez longtemps pour chauffer la cartouche au point qu'elle explose. Sur le papier, cela semblait être un plan parfait. Les munitions avaient l'air normales. Au toucher, elles semblaient normales. L'idée était simple. Une fois que cela arrivait aux Moudjahidines, la cartouche ne partirait pas. Clic, rien. Peut-être que ça bloquerait leur fusil. Peut-être que ça leur coûterait un échange de tirs. Et les soviétiques pourraient prendre un bon repas chaud, sans armer accidentellement l'ennemi. Nous reviendrons sur ce que ça a donné, parce que pendant que ces balles mijotaient dans une gamelle, d'autres armées sabotaient des munitions d'une manière qui fonctionnait vraiment, et qui était carrément terrifiante. Revenons 10 ans en arrière, Vietnam. Les États-Unis étaient engagés dans un non-combat acharné contre le Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne. Les troupes américaines avançaient lentement, trop lentement, tandis que l'ennemi pouvait se fondre dans la jungle et disparaître avant même qu'une patrouille ne comprenne ce qui s'était passé. Voici le colonel John Singlaub et le SOG, le groupe d'études et d'observation. Ils étaient spécialisés dans les missions derrière les lignes ennemies, des petites équipes, un travail discret, un travail dangereux. Ces équipes tombaient sans cesse sur des dépôts de munitions ennemies, mais elles avaient un problème. Si elles les faisaient exploser, l'explosion dispersait les munitions partout. Si elles essayaient d'emporter les munitions, c'était trop lourd. Alors Singlaub a proposé quelque chose de sournois. Quelque chose qui ferait douter chaque combattant Viet Cong de chaque cartouche qu'il mettait dans son arme. Le projet Eldestson. Le plan était simple à expliquer et terrible à exécuter. Les agents du SOG prenaient des cartouches capturées de 7,62 par 39, les ouvraient, vidaient la poudre et la remplaçaient par un explosif bien plus puissant. Du genre qui ne produisait pas 45 000 PSI, la pression normale qu'un AK pouvait supporter, mais plus de 250 000 PSI. Assez pour transformer un fusil en éclats, assez pour arracher une main, ou pire. Mais voilà le hic, chaque cartouche devait être parfaite. Pas de marque, pas de rayure, aucun signe qu'elle ait jamais été touchée. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait bâcler. C'était des heures de travail lent, minutieux et épuisant sur un établi, à transformer des cartouches ordinaires en minuscules bombes artisanales déguisées. À la fin, ils avaient saboté environ 12 000 cartouches d'AK, 556 cartouches de mitrailleuses lourdes et 1968 obus de mortier. Et maintenant, ils devaient les introduire dans les stocks de l'ennemi. Alors les équipes du SOG transportaient de petits paquets lors de leur mission. S'ils trouvaient une cache de munitions, ils glissaient discrètement une poignée de cartouches sabotées.
Pas trop, juste assez pour qu'une cartouche par chargeur puisse être mortelle. Puis vint la campagne de désinformation, des tracts avertissant sur la mauvaise qualité des armes chinoises, des émissions de radio affirmant que le métal des fusils chinois était cassant, de fausses études sur des culasses fissurées et des canons éclatés. Tout cela pour que les Nord-Vietnamiens doutent de leurs fournisseurs et craignent leur propre équipement. Il ne s'agissait pas de tuer des dizaines de soldats, il s'agissait de semer la paranoïa. Et ça a marché, du moins pendant un certain temps. Il y a des rapports de combattants Viet Cong retrouvés morts, leurs fusils explosés dans les mains. Mais le projet Eldeson avait un défaut fatal. Cela est resté secret, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Une fuite dans la presse a tout révélé. L'ennemi l'a découvert, et une fois qu'ils étaient au courant, l'opération est devenue inutile. Maintenant, le sabotage n'est pas le seul sale tour de l'histoire militaire. Si vous remontez encore plus loin, jusqu'à la guerre de sécession américaine, vous trouvez une arme si simple et si sournoise qu'elle semble à peine réelle. La torpille de charbon. La Confédération était assiégée. Les navires de l'Union étouffaient les ports du Sud dans un blocus massif, connu sous le nom de plan Anaconda. Le Sud n'avait pas beaucoup d'argent, il n'avait pas beaucoup d'industrie. Mais ils avaient un espion à l'imagination tordue, Thomas Edgeworth Courtenay. L'idée de Courtenay était presque élégante. Prendre un obus d'artillerie creux, le refondre pour qu'il ressemble à un simple morceau de charbon, le remplir de poudre à canon, le sceller avec de la cire et du goudron. Maintenant, vous avez une bombe qui ressemble exactement à du combustible. Glissez un de ces morceaux de charbon dans la réserve de charbon d'un navire de l'Union, et tôt ou tard, quelqu'un le jettera dans une chaudière. Et puis, boum, de la fumée noire, du fer brisé, une machine à vapeur qui se disloque. Après des essais, la Confédération a fabriqué un lot de ces torpilles en 1864. Mais ensuite, la malchance a frappé. Un agent confédéré transportant les plans a été capturé. Les forces de l'Union ont renforcé la sécurité dans leur dépôt de combustible. Pourtant, certains de ces faux morceaux ont peut-être réussi à passer. Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude, car les machines à vapeur explosaient tout le temps dans les années 1860. Les chaudières étaient dangereuses, l'entretien était irrégulier, et n'importe quel navire pouvait exploser sans que personne ne s'en étonne. Mais deux incidents suspects se démarquent. L'USS Chenango a explosé lors de son voyage inaugural en 1864, tuant 30 marins. Et plus tard, cette année-là, le navire de transport de troupes de l'Union, le Greyhound, a subi une explosion de chaudière qui a forcé l'équipage à abandonner le navire, juste après que 6 civils travaillant à bord aient été arrêtés pour comportement suspect. Était-ce des torpilles au charbon ? Peut-être, peut-être pas, mais la coïncidence est intéressante. Et c'est ça le problème avec des armes comme celle-ci. Des explosifs cachés, des cartouches piégées, du charbon explosif. Ils ne font pas que blesser l'ennemi, ils s'insinuent dans l'esprit de l'ennemi. Parce qu'une fois que tu commences à te demander si la prochaine balle, le prochain chargeur ou la prochaine pelletée de charbon pourrait t'exploser au visage, tu cesses de faire confiance à ton propre équipement. Tu hésites, tu doutes, et à la guerre, l'hésitation peut être fatale. Ce qui nous ramène à ces soldats soviétiques et à leur marmite de balles qu'ils faisaient bouillir. Les gens font des choses étranges sous la pression, tu le sais déjà. Mais de temps en temps, t'entends parler de quelque chose d'aussi étrange, d'aussi déroutant, que tu dois t'arrêter et demander « Attends, pourquoi quelqu'un ferait ça ?» Eh bien voilà la chute. Leur plan n'a jamais marché, même pas un peu. Les munitions modernes sont incroyablement résistantes. L'étui est scellé, l'eau ne s'infiltre pas. Les amorces ne sont plus faites de vieux produits chimiques fragiles. Faire bouillir ne sert absolument à rien. Cette astuce aurait fonctionné au 19e siècle, quand les amorces utilisaient du fulminate de mercure. Faites-les bouillir et elles se désagrègent. Mais les munitions du XXe siècle laissent tomber. Alors que les confédérés faisaient exploser des chaudières avec du faux charbon et que les agents du SOG au Vietnam transformaient des fusils en grenades à main, les soviétiques en Afghanistan ne faisaient que préparer une soupe de balles bien chaude. Ces astuces n'ont pas gagné leur guerre, elles n'ont pas changé la grande stratégie. Mais elles ont laissé une trace, et plus qu'un peu de paranoïa, parce que parfois, l'arme la plus effrayante sur le champ de bataille n'est pas le fusil que tu tiens dans tes mains, mais le doute dans ton esprit quant à savoir s'il est prudent d'appuyer sur la détente. Des balles spéciales pour le champ de bataille. Les balles, elles sont utilisées depuis des siècles, mais ce n'est que récemment qu'elles ont été développées pour être plus que de simples projectiles métalliques tirés d'une arme à feu. Les avancées technologiques ont conduit à la création de nombreux modèles de balles mortelles, y compris des balles à tête chercheuse, capables de suivre des cibles à des centaines de yards. Comptez sur prouvant. Des balles blindées, qui peuvent pénétrer les surfaces les plus dures. Des balles incendiaires qui s'enflamment au contact. Et des balles perforantes qui restent intactes en traversant leur cible. Ces balles spéciales ont transformé le champ de bataille, le rendant plus dangereux que jamais pour les soldats. Chaque balle a été créée pour un objectif unique et répond à un besoin spécifique.
Voici donc quelques-uns des modèles de balles les plus intéressants. Balle carrée. En 1718, James Puckle, un avocat, écrivain et inventeur anglais, a marqué l'histoire en développant et en brevetant une arme à tir rapide appelée le Puckle Gun. Cette arme à feu révolutionnaire fut également la première de son genre à tirer des balles carrées. Mais pourquoi les balles étaient-elles carrées au départ ? Eh bien la réponse réside dans la conception même du Puckle Gun. En tant qu'arme à silex actionnée manuellement par une manivelle et dotée d'un barillet rotatif, sa cadence de tir pouvait être augmentée bien au-delà de la lenteur des armes à silex traditionnelles. Avec le Puckle Gun, il était possible de tirer 9 coups par minute, bien plus rapidement que les 2 coups par minute des mousquets de l'époque, ce qui en faisait un précurseur de la mitrailleuse moderne. Mais les balles carrées étaient bien plus qu'un simple moyen d'augmenter la cadence de tir. Puckle était un chrétien dévoué et décrivait son invention comme une arme de défense, qui pouvait être utilisée pour défendre le christianisme contre ses ennemis. Afin de rendre ce message plus puissant, il a conçu l'arme pour tirer des balles carrées lorsqu'elle était utilisée contre l'Empire ottoman, dont les forces étaient encore considérées comme une menace à l'époque. Les balles carrées étaient destinées à causer plus de dégâts à l'impact et, en raison de leurs arêtes, étaient plus susceptibles de traverser l'armure d'un soldat. Malheureusement, l'arme révolutionnaire de Puckle n'a pas réussi à impressionner la marine britannique, et il n'a pas pu attirer suffisamment d'investisseurs pour financer la production des armes. Malgré cet échec, le canon de Puckle reste une partie importante de l'histoire des armes à feu, car il a été le premier à tirer des balles carrées. Alors, la prochaine fois que vous verrez une balle ronde, pensez à Puckle et à son arme révolutionnaire qui aurait pu exister. Full Metal Jacket. Une balle FMJ, ou balle blindée, est un type de projectile utilisé dans les armes à feu. Comme son nom l'indique, ces balles sont enveloppées dans une chemise métallique dure, généralement en cuivre ou dans un autre métal résistant. La chemise aide la balle à conserver sa forme lorsqu'elle traverse l'air, et elle protège également contre la rouille et la corrosion. Les balles FMJ sont conçues pour une pénétration maximale, et sont généralement utilisées pour l'entraînement au tir, car le bruit qu'elles produisent lorsqu'elles frappent une surface métallique est très prononcé. Grâce à leur chemise en métal dur, les balles FMJ peuvent traverser la plupart des obstacles, comme les murs et les vitres de voitures, avant d'atteindre leur cible. Cela signifie qu'il faut faire attention lorsqu'on tire sur des tissus mous, car la balle continuera probablement sa trajectoire à travers la cible et touchera ceux qui se trouvent de l'autre côté. La chemise en métal dur aide également à empêcher la balle de se déformer lorsqu'elle touche la cible, ce qui peut contribuer à réduire la quantité de dommages causés au tissu. C'est ce qui fait des balles FMJ un bon choix lorsque la précision et la pénétration sont les principales préoccupations. Cependant, la chemise peut aussi être un inconvénient, car elle empêche la balle de se déformer à l'intérieur de la cible, ce qui peut entraîner des blessures moins graves et éventuellement ne pas neutraliser la cible. Cela peut également poser problème lors de la chasse, où une balle doit infliger un maximum de dégâts à la cible. Dans l'ensemble, les balles blindées sont des projectiles extrêmement utiles et polyvalents, idéaux pour une grande variété d'applications. Elles offrent une excellente précision et une bonne pénétration, tout en limitant au maximum les dommages au tissu. Projectiles à guidage automatique. Ceci relevait autrefois de la science-fiction, ou du moins c'était le cas. Grâce aux recherches de l'agence américaine DARPA, du département de la Défense, c'est désormais une réalité. Ces projectiles sont conçus pour se diriger eux-mêmes en vol afin d'atteindre des cibles mobiles à longue distance. L'Exacto, ou Extreme Accuracy Tasked Ordnance, est une munition de calibre 50 utilisée dans les fusils de précision à longue portée et les mitrailleuses. Il utilise un système de guidage optique en temps réel pour identifier une cible et la suivre dans sa ligne de mire. Il possède également un mécanisme embarqué qui compense les conditions météorologiques, le vent, les mouvements de la cible et d'autres facteurs afin de corriger la trajectoire de la munition à chaque tir. Ces balles éliminent une grande partie de l'intuition humaine liée au tir et peuvent atteindre une cible à des centaines de yards, même si le tireur est un novice. L'objectif de la DARPA a été de réduire le système de guidage et les mécanismes de vol dans un format minuscule, afin que des balles à guidage autonomes puissent être produites pour des munitions de tout calibre. Si cette technologie sort un jour de laboratoire, les soldats pourraient être équipés de ces munitions, augmentant aussi leur sécurité et leur efficacité lors des conflits. Les balles à guidage autonome ne sont qu'une partie de l'armement intelligent de la DARPA. Elle développe également une technologie de drone en essaim et un navire sans équipage capable de traquer les sous-marins ennemis. Tout cela est vraiment impressionnant, mais espérons que les humains trouveront un moyen de résoudre leurs différends pacifiquement avant que cette technologie ne soit utilisée. Munitions incendiaires. Les balles incendiaires, ou traceurs fumigènes comme on les appelait autrefois, ont été utilisées pour la première fois pendant la Première Guerre mondiale en 1916. Ces balles contenaient une charge de phosphore qui s'enflammait lors du tir, créant une traînée de fumée bleue.
Bien qu'elles soient mortelles, leur portée effective n'était que d'environ 320 mètres. Elles étaient utilisées contre les zeppelins, les ballons d'observation non rigides et d'autres cibles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les balles incendiaires sont devenues les munitions préférées des chasseurs d'interception. Elles n'étaient pas aussi efficaces pour percer les avions bombardiers que les balles perforantes, mais elles étaient bien plus efficaces pour enflammer les réservoirs de carburant et les conduites de carburant. Un inventeur belge a créé un nouveau modèle de balle incendiaire qui a été acheté par le ministère de l'Air britannique en 1938. Cette balle était remplie de nitrocellulose et possédait une bille en acier à son extrémité pour garantir qu'elle exploserait à l'impact. Elle est devenue connue sous le nom de 303, Incendiary Bee Mark C. En 1940, elles ont été testées en opération dans le Hawker Hurricane et le Supermarine Spitfire pendant la bataille de Dunkerque. La puissance explosive et l'éclair à l'impact les rendaient très appréciés des pilotes. Les États-Unis ont également adopté une version du BMAR 6 en la simplifiant pour les balles d'avion de calibre .30 et .50. Certains projectiles explosifs, comme les obus explosifs incendiaires, contiennent une charge incendiaire conçue pour enflammer les explosifs à l'intérieur de l'obus. Les balles traçantes peuvent également avoir un léger effet incendiaire, bien qu'elles ne soient pas destinées à provoquer des incendies. Les balles incendiaires sont un excellent exemple de la façon dont le feu peut semer le chaos parmi les unités ennemies et être utilisé avec un effet dévastateur. Munitions perforantes. C'est un autre type de balle spéciale, conçue pour pénétrer les blindages balistiques et les boucliers de protection. Contrairement aux balles ordinaires, qui sont conçues pour se déformer à l'impact et causer des dégâts, les balles perforantes sont conçues pour rester intactes lorsqu'elles traversent la cible. Elles sont généralement fabriquées en acier trempé, en tungstène ou en carbure de tungstène, et sont enveloppées dans une chemise en cuivre ou en cupro-nickel. La pointe effilée de la balle l'aide à pénétrer l'armure, tandis que la chemise permet d'amortir l'impact et d'empêcher la balle de se briser. Les balles perforantes sont utilisées à diverses fins, principalement dans les opérations militaires et les interventions des forces de l'ordre. Comme leur nom l'indique, elles sont particulièrement efficaces contre des ennemis blindés, comme ceux qui portent un gilet pare-balles ou un bouclier. Elles sont également utiles pour pénétrer des matériaux épais, comme le métal, le béton et la brique. En ce qui concerne les cartouches de fusil et de pistolet, les balles perforantes sont conçues pour fonctionner de manière optimale à grande vitesse. Ceci s'explique par le fait qu'un canon plus long permet à la poudre propulsive de brûler plus longtemps avant que la balle ne quitte le canon, ce qui entraîne une vitesse initiale plus élevée. La même cartouche, tirée depuis un pistolet, aura généralement une vitesse plus faible en raison de la longueur de canon plus courte. En gros, les balles perforantes sont un type spécial de balles conçues pour pénétrer les protections balistiques et d'autres matériaux épais. Les balles ont beaucoup évolué au fil des siècles, et la technologie moderne permet aujourd'hui aux fabricants de créer des armes plus puissantes et précises que jamais. Des balles à guidage automatique capables de suivre des cibles, jusqu'aux balles incendiaires qui s'enflamment au contact, ces munitions spéciales ont transformé la manière dont les guerres sont menées et ont rendu le champ de bataille encore plus dangereux pour les soldats. Malgré la destruction que ces balles peuvent causer, elles sont essentielles pour protéger notre liberté et notre sécurité. Tant que les balles feront partie de la guerre, les avancées dans leur conception continueront d'être réalisées. Solution anti-char allemande, balles retournées et balles K pendant la Première Guerre mondiale. Les chars ont été une mauvaise surprise pour les Allemands lorsqu'ils sont apparus sur le champ de bataille en 1916. Bien que les grenades soient efficaces à courte portée, les Allemands ont rapidement cherché des solutions à distance pour neutraliser les chars ennemis. Balles retournées. Les balles de fusil et de mitrailleuses ricochaient simplement sur le blindage des chars. Donc la première tentative pour donner aux fantassins allemands une solution anti-char fut la balle retournée. Cette idée avait été développée en 1915 comme moyen de percer des boucliers des snipers ennemis. En prenant une cartouche Mauser normale de 7,92 par 57 mm, l'ogive était dévissée et on ajoutait de la poudre supplémentaire. Elles étaient ensuite soigneusement réinsérées à l'envers dans la douille, ce qui leur donnait un nez émoussé. Ces cartouches devaient être chambrées avec précaution pour éviter les ratés, mais pouvaient être tirées avec un fusil standard. Les balles inversées pouvaient pénétrer un blindage à courte portée, touchant potentiellement un membre d'équipage, et ne se brisaient pas comme la pointe d'une balle ordinaire. Elles pouvaient également provoquer des éclats, une projection de fragments métalliques à l'intérieur du char. La balle inversée n'était cependant pas une excellente solution, car elle pouvait souvent endommager le fusil ou blesser la personne qui tirait. Balle K. Les Allemands ont développé la balle perforante de 7,92 par 57 mm, connue sous le nom de balle K. Elles avaient un noyau en acier à outils et pouvaient être tirées depuis une mitrailleuse ou un fusil. À environ 100 yards, elle était bien plus efficace qu'une balle inversée et avait une chance sur 3 de pénétrer un blindage de 12 à 13 mm d'épaisseur. Bien que les balles K aient été efficaces contre les premiers chars britanniques,
elle l'était moins contre le char Mark IV, qui avait un blindage plus épais et est entré sur le champ de bataille en 1917.